Chain, Aretha Franklin, bonjour, 17h05 sur les ondes de la chaîne Inter. C'est Actu Plus qui démarre jusqu'à 19h. Votre nouvelle émission d'actualité, émission thématique, évidemment, du lundi au vendredi, c'est de 17h à 19h. C'est la nouvelle grille, évidemment, vous l'avez deviné, la nouvelle grille d'été, tout comme ceux qui ont démarré la séance unique aujourd'hui, donc 1er juillet, lundi 1er juillet 2019. Ça se poursuivra jusqu'au 1er septembre 2019 également. Donc on vous tient compagnie jusqu'à 19h pour faire le plein d'actualités de manière ludique, intéressante, sympathique, musicale également, puisqu'on est là pour vous accompagner si vous êtes de sortie, si vous êtes encore au boulot. Pour certains, ça se poursuit, il n'y a pas que l'administration qui s'arrête à 14h30, d'autres continuent de bosser et on pense fort à eux. Donc ce soir, on est ensemble jusqu'à 19h en compagnie de Houaïda Bizid à la réalisation, Mounir Hamemi à la coordination et là, côté micro et en direct du studio 1. Les événements du jour, on parle aujourd'hui du coup d'envoi de Manarat, c'est la 2e édition, ce sera dans quelques heures, à partir de 19h, le coup d'envoi de ce festival du cinéma méditerranéen. Ce sera du côté de Gamart et on essaiera d'en savoir davantage avec notre collègue Malim Ben Yahya qui est partie sonder un petit peu comment les choses se présentent là-bas. On essaiera de la voir au bout du fil. On parle également du festival des radios et télévisions arabes, l'ASBU, Arab States Broadcasting Union, qui ont terminé hier avec une cérémonie où ils ont remis pas mal de prix et la Tunisie on a obtenu quelques-uns. On va vous en parler tout à l'heure de cette 20e édition du 27 au 30 juin dernier. On parle également des Tunisiens à l'étranger, qui rentrent massivement tous les étés en Tunisie pour passer les vacances, pour soutenir le pays, pour plusieurs raisons. On en parlera avec Abdelkader Mhadbi de l'Office des Tunisiens à l'étranger. C'est également l'actualité du moment puisqu'il est plus que jamais question de retour, de vacances, de tourisme en Tunisie. On espère beaucoup de cet été 2019, c'est normal. On parlera également des Infox, ce sera avec Karim Ben Saïd dans la 2e partie d'Actu Plus, la traque aux infos. Également on en parlera avec Sadr Hamemi, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Tout ce qui est relatif à la couverture médiatique des informations, des événements, on en parlera dans la 2e heure. Mais pour l'heure, pour tout de suite, c'est la musique qui vous accompagne. C'est Santana, c'est Joe Stone, c'est Sean Paul, c'est Beth Hart. C'est sur RTCI que ça se passe. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Et toute la musique sur Radio Tunis chez Inter. RTCI, la radio du soleil. Carlos Santana, Sean. Beth Hart, with you every day sur RTCI. On est justement avec vous tous les jours de 17h à 19h. Vous écoutez Actu Plus sur RTCI. Et nous vous parlons des Tunisiens à l'étranger, de nos compatriotes qui reviennent tous les étés nombreux, qui sont là parmi nous et auxquels on prévoit bien évidemment les meilleures conditions pour rentrer. D'ailleurs, cette année, la question se pose. Il y a même eu des réunions consacrées aux mesures prises en vue d'assurer le retour des Tunisiens à l'étranger dans de bonnes conditions. On parle de tout cela, des informations relayées à ces Tunisiens avec le directeur de l'OTE, de l'Office des Tunisiens à l'étranger, Abdelkader Mhadbi. Bonjour plutôt. Bonjour Abdelkader. Bonjour madame. Merci d'être avec nous au bout du fil pour nous parler des Tunisiens à l'étranger. Vous êtes le directeur de l'OTE, évidemment. Vous vous préparez à cette saison estivale, le retour massif des Tunisiens. Un rappel rapide, Abdelkader Mhadbi, de ce qu'est l'OTE, de quelles sont ses missions, évidemment. Bien sûr, l'OTE s'est préparé pour ce retour depuis mars dernier. On a fait des réunions avec les structures les administrations concernées par le retour des Tunisiens à l'étranger. Oui. On a fait des réunions avec nos délégués régionaux qui sont implantés dans toute la République tunisienne pour l'accueil des Tunisiens étrangers.
On a fait des réunions avec les hôtesses d'accueil des Tunisiens étrangers qui sont basés aux aéroports et au port de la Goulette. Donc on s'est préparé très bien concernant ce retour. Serait-il, l'émission de l'ETE ne se limite pas au retour du TRE. Évidemment. Il y a d'autres activités qui sont programmées tout au long de l'année. Pour cette année, oui. Voilà, on a programmé les actions suivantes. Très brièvement, on va assister le TRE lors de leur retour sur les bateaux. Oui. Dans ce cadre, on a désigné une vingtaine d'hôtesses pour aider les Tunisiens résidents étrangers lors de leur retour. Ils partent en bateau à Gênes et à Marseille. Ils les aident pour les formalités douanières, les papiers et tout. On a programmé aussi des excursions économiques de vacances pour les jeunes et moins jeunes, des excursions à caractère culturel, à Clément, à Zabouan, pour voir ça fait partie des services que vous offrez tous les ans, c'est ça? Oui. Comme les cours de langue arabe. Cette année, ces excursions en caractère essentiellement un caractère culturel et historique, bien évidemment. Aussi, il y a une nouveauté qu'on va faire cette année, c'est le grand dictée national. C'est parce qu'on programme tout au long de l'été des cours d'enseignement de l'enseignement arabe. Et donc, ces cours seront couronnés par un dictée national pour ces enfants. Pour les enfants issus de l'immigration. Oui, toujours pour les enfants issus de l'immigration. Évidemment. Vous êtes justement l'OTE, le relais en termes d'information continue au profit des Tunisiens résidant à l'étranger. Comment vous gérez justement toutes les informations, tous les événements, par exemple, qui se passent, par exemple les événements de la semaine dernière? Est-ce qu'ils vous posent des questions sur la plateforme, sur comment ça se passe, sur le retour, va-t-il être affecté ou pas? Oui, pour le relais, on a différentes façons d'être en contact avec le TRE, avec bien sûr les moyens des réseaux sociaux, d'une part. D'autre part, il y a des attachés sociaux qui sont basés dans pratiquement tous les pays du monde. Et bien sûr, les informations qui sont relayées par les radios, les télé, tout. Les médias. Voilà, par les médias. Mais je peux vous terminer sur les actions qui sont très importantes, qui sont programmées cette année. On va faire des forums sur l'investissement, ce sont des forums régionaux. Et il y a un forum national qui se tiendra fin juillet, début août. Oui. Et le thème de ce forum, c'est l'impact de l'intégration des TRE dans la vie publique des pays de résidence sur le pays natal. D'accord. Donc l'impact, oui. L'impact de leur intégration dans les pays là où ils vivent sur la Tunisie, en gros. Voilà. D'accord. Voilà, sur la Tunisie. Et bien sûr, ça va nous amener à parler de leur organisation, de leur réseautage et de leur action, ce programme vis-à-vis de ce qui se passe dans les autres régions du monde, leur implication dans la vie politique, la vie culturelle, économique et tout. Et les effets de cette intégration sur le pays natal, sur la Tunisie. Et justement, ils ont fait leurs preuves, les Tunisiens à l'étranger, beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Une question qui reste tout de même posée, je finis avec celle-là. Le plus gros, on va dire, problème des Tunisiens résidant à l'étranger l'été pour revenir, c'est le prix des billets, c'est les tarifications de voyage. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir une petite influence?
Oui, on essaie toujours lors de nos contacts et réunions avec les terreurs au courant de l'année, on essaie de poser cette question aux Tunisiens, au CPN et tout, et pour essayer de réduire un peu les montants des billets. Et tout le monde sait que ces billets, c'est lié à l'offre et la demande. Donc, bien sûr, la situation de nos entreprises nationales qui sont un peu difficiles. Donc, voilà, cette année, ils ont fait un geste très important, c'est mettre à disposition des TRE qui n'ont pas les moyens de revenir au pays, 500 billets pour le gratuit tunisien, et 500 billets gratuits de la CTL. C'est déjà un effort, avec des réductions dans les vols tunisiens, presque de l'ordre de 40%. C'est déjà un pas très important pour inciter les TRE à revenir au pays. Voilà. En attendant que la situation se débloque pour ces compagnies, évidemment. Merci beaucoup, Abdelkader Mhazbi. Je vous le rappelle, vous êtes directeur de l'Office des Tunisiens à l'étranger. Un petit retour sur ces Tunisiens qui reviennent en masse chaque année. On espère, en tout cas, on espère que chaque année, ils seront encore plus nombreux que l'année précédente et que ce genre de problématiques, notamment la tarification de voyage ou les services parfois proposés aux porteurs de bagages, ne soit pas un frein pour ce retour. Justement, la Tunisie a besoin d'eux et c'est un appel, évidemment, qu'on lance. 17h23, la musique se poursuit dans Actu Plus. Moby, on reste justement dans les vagues et dans la plage. C'est l'été qui démarre. Moby, The Beach, c'est la bande originale du film, évidemment, La plage. Brigitte Bardot, quant à elle, nous chante La Madrague. Actu Plus. Actu Plus se poursuit jusqu'à 19h et on parle de l'ASBU, de l'Arab States Broadcasting Union, du Festival des radios et télévisions arabes dans sa 20e édition qui s'est clôturée hier. Donc ça a démarré le 27 juin et ça s'est terminé hier avec pas mal de prix décernés à différentes productions arabes, télévisuelles ou radiophoniques évidemment. Et il n'y a pas eu que ça, évidemment. Il y a eu plein de tables rondes, plein de débats autour de plusieurs thématiques. Et nous avons au bout du fil Mohsen Kalim Slimani, directeur du Centre d'échange News et des programmes d'Alger. On parle évidemment beaucoup d'informations et de news avec lui, puisqu'ils ont programmé des tables rondes en parallèle à cette cérémonie. Mohsen Kalim Slimani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au bout du fil. Vous avez été là pour suivre ce festival, évidemment, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Et on est bien content. En tout cas, la cérémonie était très belle hier. On était content et fiers, évidemment, chaque pays content déjà pour toutes les productions locales qui ont été primées. Mais à côté de ça, c'est aussi pour ce festival, il est question de faire avancer les choses, de faire évoluer les productions, de créer un climat à la fois de concurrence loyale, évidemment, mais aussi comme ça les pousser à toujours faire mieux et toujours faire plus. Et vous avez été là pour mettre en place quelques tables rondes, n'est-ce pas, qui vont probablement, et des débats qui vont probablement être diffusés plus tard. Oui, bien sûr. Donc, d'abord, je tiens à remercier la radio tunisienne internationale. Merci. De m'avoir invité pour parler du festival. Le centre d'Alger participe annuellement à ce festival. D'abord, pour encadrer un certain nombre d'opérations liées à la gestion du festival, notamment la prise en charge de la partie diffusion de l'ouverture du festival à travers le Ménos pour qu'elle soit prise par les autres télévisions arabes. D'accord. Et aussi la soirée de la clôture qui a été gigantesque, merveilleuse, qui a été très bien réussie sur le plan de l'organisation et sur le plan du choix du programme. Maintenant, pour ce qui est du contenu du festival, notre participation, elle est d'abord sur la partie liée à l'organisation des tables rondes, le choix des thématiques et le choix des invités. Essayer de faire parler le maximum d'intervenants qui viennent des pays arabes ou des
ou des gens qui sont concernés par l'audiovisuel et la communication audiovisuelle sur des thèmes liés à la technologie, à la diffusion et également aux relations qui existent entre les télévisions du monde entier. Et également, nous participons à travers nos ingénieurs qui sont en place aux débats qui ont eu lieu pendant les conférences où il y a eu un certain nombre de conférences sur technique, bien sûr technique, oui. Qui ont vu la participation d'un certain nombre d'experts étrangers donc, et arabes notamment pour faire échanger un petit peu des informations en matière de technologie, en matière de choix de la technologie. Nous avons un grand débat au niveau de l'ASBU actuellement, notamment au centre d'Alger, sur l'utilisation du cloud. Des fameux nuages. Nous avons entamé ces derniers temps une expérience liée à l'utilisation du cloud. Alors pour expliquer un petit peu, c'est là où on stocke toutes les informations virtuellement. Oui, on stocke toutes les informations et on utilise l'Internet pour qu'on puisse échanger les programmes et essentiellement les news. Ça nous a permis en tant qu'ASBU de sortir un petit peu du monde arabe et d'aller chercher l'information un peu partout dans les autres régions du monde, notamment en Afrique, où nous avons entamé une nouvelle expérience avec l'Union des radios et télévisions africaines, à travers les échanges, à travers l'utilisation du cloud. Ça nous a permis d'avoir un certain nombre de télévisions africaines dans cette partie liée aux échanges, 12 télévisions africaines, et en une expérience de 3 mois, nous avons pu échanger à peu près 1000 news sur le fameux cloud dans le monde, en Afrique, en matière de vie politique, sociale, économique et sportive. Et ça pourra en tout cas être fait également en échange avec la Tunisie, puisque nous sommes pays voisins et travaillons ensemble. Mohsen Kalim Slimani, l'impact, vous qui avez suivi un petit peu toutes ces années, durant toutes ces années, est-ce qu'il y a eu un impact évolutif sur le traitement de l'information de cette institution, en tout cas l'ASBU, sur les productions arabes, les productions radiophoniques et télévisuelles? Certainement, il y a eu l'impact est lié également au changement qui s'opère un peu partout dans le monde arabe, où le débat sur le changement politique se répercute généralement sur le débat traitement médiatique. Et du coup, nous avons affaire à des professionnels qui poussent vers un positionnement beaucoup plus professionnel par rapport au choix des thèmes, par rapport aux échanges liés à l'actualité internationale. D'autant plus que notre relation professionnelle en tant qu'ASBU n'est pas une relation entre télévision et radio arabe. Nous avons une relation notamment avec les organisations à caractère international, notamment les BU et l'Asia Vision, qui fait en sorte que nous sommes obligés d'être beaucoup plus professionnels en matière de choix et en matière de production de la matière, que ce soit la matière d'info ou production. Ceci nous a permis d'éloigner un petit peu tous les débats qui ont une connotation politique, sachant que dans le monde arabe, il y a énormément de choses qui sont liées à ce monde de la politique. Donc, d'abord, on veut être une organisation professionnelle et être professionnel dans la prise en charge des questions liées aux échanges, notamment les NIOSA. Je pense que l'évolution qui s'opère aujourd'hui dans la région arabe, notamment dans un certain pays du monde, au Moyen-Orient ou au Maghreb, c'est répercuté sur notre travail au niveau de l'ASBU et sur le professionnalisme des gens qui sont au niveau des télévisions et des télévisions arabes. Et je cite pour l'exemple la télévision tunisienne qui fait la télévision et la radio également. Et la radio, qui qui a eu le premier professionnel très percutant, qui fait en sorte qu'ils sont les premiers parmi les pays et les télévisions du monde arabe
qui défendent les options professionnelles. Nous avons vu un certain nombre de prix hier au niveau du festival gagnés par la radio et la télévision arabe, ce qui reflète un petit peu le niveau professionnel dans cette télévision. C'est le même cas au Maroc, en Algérie également, mais aussi dans le monde arabe où nous avons vu quand même des progrès énormes faits par des télévisions comme la télévision irakienne qui a fait un pas gigantesque en matière d'échange parce que ils ont compris à un certain moment qu'il faut défendre des options professionnelles pour qu'ils puissent concurrencer, notamment non seulement concurrencer les télévisions entre les télévisions arabes, mais concurrencer les autres télés de par le monde qui se trouvent soit en Asie ou en Europe ou en Afrique. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce topo, pour cette lecture et j'espère que justement ce genre d'événements, ce genre aussi d'institutions comme l'ASBU puisse permettre à toutes les radios, à toutes les télés arabes de toujours faire plus, de toujours poser les bonnes questions, se poser les bonnes questions, suivre aussi les sociétés qui évoluent, qui changent, notamment vous l'avez dit, c'est intrinsèquement parfois lié à la politique du pays, mais aussi les sociétés bougent et ça c'est la normalité de la chose. Merci beaucoup, Mohsen. Merci beaucoup, au revoir. Vous êtes directeur du Centre d'échange News et des programmes d'Alger, je le rappelle, merci, qui était avec nous pour parler du programme parallèle au prix décerné, donc toutes les tables rondes qui ont été organisées, les débats également, il l'a dit, sur tout ce qui est digitalisation, sur les clouds, sur l'échange d'informations, sur les productions et la programmation, surtout par rapport aux informations dans les pays du monde arabe. 17h48 de la musique, il en faut pour adoucir les mœurs. On continue d'écouter un peu de reggae, raga, c'est chez Lassou et ce sera suivi de... Bonne route à l'écoute d'RTCI. Et bonne route à l'écoute d'RTCI, évidemment. Si vous êtes en voiture, on vous accompagne ici Actu Plus dans cette deuxième heure. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est votre nouveau rendez-vous quotidien, 17-19. C'est l'actualité selon la thématique du moment. Et la thématique du moment, déjà, c'est Manarat qui démarre ce soir, qui lance son coup d'envoi pour la deuxième édition. C'est du 1er au 7 juillet. On essaiera d'avoir Malim Ben Yahya tout à l'heure pour nous dire comment les préparatifs se font, puisque c'est à 19h. Tout le monde est affairé, évidemment, mais on essaiera d'avoir un petit mot sur les préparatifs de cette deuxième édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie. On a aussi parlé de l'actualité du moment, qui est le retour des Tunisiens en vacances, les Tunisiens qui habitent à l'étranger, évidemment, les résidents à l'étranger, et on a eu au bout du fil le directeur de l'Office du tourisme des Tunisiens à l'étranger, évidemment, pour nous parler de ce retour et des préparatifs à ce retour. On a parlé aussi du festival l'ASBU, de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée hier. Tout ça dans le cadre de la première heure. Mais pour la deuxième heure, on va traquer un petit peu les infox. La question est plus que jamais d'actualité, puisque nous avons vécu la semaine dernière une journée, le jeudi noir, comme certains l'ont appelé, avec 2 événements tragiques et puis une information qui reste toujours d'actualité, l'état de santé du président de la République. On lui souhaite un prompt rétablissement, mais on a toujours, bien évidemment, on est affût à toute information possible pour en savoir davantage. On parle de cette traque aux infos avec Kalim Ben Saïd, un Fox, comme il a dit tout à l'heure, dans quelques minutes, mais on parle aussi du traitement des médias tunisiens, locaux et étrangers, d'événements qui se déroulent comme ceux vécus par la Tunisie jeudi dernier. On en parle avec Cedr Hamemi, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. C'est Ouaïda Bizid à la réalisation, c'est Mounira Hamemi à la coordination. Restez positifs, c'est ce qu'on essaie de faire. C'était la Matt Houston. Vous écoutez Radio Tunisienne Internationale. Vous pouvez évidemment suivre tous les podcasts sur la page officielle de RTCI. Les podcasts sont assurés par notre collègue Elim. Merci donc pour la collaboration. Kalim Ben Saïd est là, et puis depuis tout à l'heure qu'il est là. Kalim qui va faire la traque aux infox. C'est vrai que c'est plus que jamais une thématique d'actualité, Kalim. Exactement, il y a toujours, tout le temps, il y a de fausses informations qui circulent sur
Internet, en tout cas des informations qui méritent d'être revues et corrigées. Peut-être comme cette photo qui vient de tomber sur les réseaux sociaux, où l'on voit donc la photo donc du médecin attitré du président de la République, M. Mouaz Belkhoucha, à côté de Saïd Agarrash, qui est donc la porte-parole de la présidence de la République, et on montre cette photo pour dire que les deux sont au chevet du président, qui se porte très bien. Mais c'est sans compter sur les internautes. Il y a des internautes qui ont fait des recherches, et je suis content, vraiment content de ça, parce que aujourd'hui les internautes ont les outils nécessaires pour vérifier l'authenticité des photos. Et bien cette photo est ancienne et on peut la dater. Voilà, exactement. On peut vraiment. Il y a eu donc, elle a été traitée, elle a été coupée, cette image. Et cette photo, en fait, c'est du poète Ouled Ali. Donc quand voilà, exactement. Zraïr Ouled Ahmed, excusez-moi, Allah yarhamou. Donc ils étaient au chevet de Zraïr Ouled Ahmed et non pas du président. Parce que la photo manquait, la partie manquait voilà, du lit qui était au lit, justement. Exactement. Et les internautes ont montré la vraie photo, donc la photo à l'original en tout cas. Et ça s'est fait assez rapidement. Assez rapidement, je suis assez vraiment content de ça, parce que vraiment les internautes font leur travail de fact-checking tous les jours. Ils ont les outils nécessaires pour ça, il suffit d'être patient et de faire quelques recherches et ça marche. Donc moi ce qui me dérange par contre, c'est par exemple Shera Magharibi qui a partager la photo pour dire qu'un avocat, sans vérification, donc pour dire un avocat publie la photo de la chambre du président de la République, et ça a été publié donc à 17h25 minutes, alors que la photo en fait, comme on l'a dit, ce n'est pas la photo donc des deux personnages avec le président de la République, mais bien Saïd Agarrash et monsieur Mouaz Belkhoucha à côté donc du poète Zraïr Ouled Ahmed, j'oublie toujours. Alors ça c'est un exemple vraiment typique de fake news, et jeudi il y a eu la fameuse fake news concernant le décès du président de la République. Et là, juste après l'annonce de la page officielle de la présidence, qui était un peu malade, et à partir de là, toutes les rumeurs sont parties, et un petit peu sur les réseaux sociaux, on a vu relayer l'information du décès. Absolument, absolument, et pendant quelques heures, il y a eu vraiment un flottement, même au niveau du Parlement. Même les députés n'avaient pas l'information, ils étaient eux aussi victimes de ces fake news. Et justement, le problème, c'est le manque de transparence. Quand est-ce que les fausses informations pilules vraiment finalement trouvent un écho? C'est quand il n'y a pas de transparence dans l'information. Et la communication de la présidence de la présidence de la République n'a pas été à la hauteur, parce qu'il fallait vraiment réagir tout de suite. Donc le temps de flottement, ces quelques heures ont permis de propager de nombreuses rumeurs. Absolument, absolument, et c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas que le décès, il y avait tout un tas de trucs qui gravitaient autour. On annonçait déjà des attentats partout en Tunisie, et puis le décès du président avec un vide juridique, un vide constitutionnel, et la volonté de certains de faire un coup d'État, un putsch, et tout ça en l'absence d'une cour constitutionnelle, tout cela. Paranoïa. Voilà, exactement. Il fallait une information coordonnée, déjà la communication de crise, chose qui n'a pas été faite. Donc on s'est contenté de déclarations, les déclarations de son fils, les déclarations de ses proches. Sur Facebook, il n'y avait pas vraiment quelque chose, un point de presse, quelque chose d'officiel, ce qui a semé le doute parmi les internautes et parmi les citoyens et même les journalistes, parce que tu te souviens que jeudi, il y avait des journalistes aussi qui ont relayé cette fausse information du décès du président des personnages publics de la République. Maintenant, il y a un certain nombre d'acteurs de la société civile qui demandent quelque chose d'officiel autour de la santé du président, parce qu'il devrait sortir dans quelques jours de l'hôpital, aujourd'hui ou demain, dit-on, mais il va signer un certain nombre de décrets très importants dans l'appel au vote pour les citoyens, et aussi la prolongation de l'état d'urgence.
Exactement. Donc là, il va falloir être prudent et précis. Voilà, exactement. Il faut être précis sur l'état de santé du président de la République. Et là, maintenant, il y a autre chose. Il y a, selon certains journaux, ceux qui ont propagé cette fausse information vont être poursuivis en justice, dit-on. Alors, est-ce que justement la question qui se pose, est-ce que il y a quelque chose dont la loi qui fait que voilà, quand il y a des informations erronées, ça dépend circulant sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pénal? Ça dépend de la volonté, de la volonté de ceux qui ont propagé. Si l'enquête révèle que ces gens-là ont volontairement émis cette fausse information pour semer la panique dans le pays, eh bien la loi réprime cela. Mais si un journaliste se trompe, comme c'est le cas de cette correspondante de Al Arabi, qui a été licenciée, on le rappelle. Voilà, qui a été licenciée, mais qu'on n'aimerait pas voir derrière les barreaux parce qu'elle a dit une telle information. Oui. Elle s'est trompée. Effectivement, elle a subi les conséquences. Point, ça s'arrête là. Mais ceux qui ont propagé cette information pour des raisons autres, voilà, donc ils ont essayé de semer la panique. Qui a un agenda, ouais. Exactement. Là, il y a un problème, il va falloir réagir, Raouia. Mais voilà. C'est passible, donc ces personnes-là peuvent être poursuivies en justice pour avoir semé la panique, le doute, tout ça. Donc, effectivement. L'objectif, c'est de créer, si par exemple des gens qui sont proches des terroristes qui font circuler cette information, parce qu'il y aurait un lien entre les attentats et la santé du président. Certains l'ont dit, c'est-à-dire qu'ils avaient donc dans l'esprit la maladie du président de la République, et donc ils sont passés à l'action pour créer justement ce vide-là donc tout ça dans le pays. Reste dans le cadre des hypothèses, évidemment. Exactement, et la police est là pour mener une enquête, pour mener une enquête pour connaître les motivations réelles de ces gens-là qui ont propagé donc cette information. Pardon. Ça c'est pour l'Infox, donc l'Infox qui a fait l'actualité jeudi dernier, mais une Infox qui s'est on va dire qui a joué les prolongations, puisque on se pose toujours évidemment la question sur l'état de santé, mais aussi parce que ça a été tellement impactant, c'était tellement, on le voyait tellement justement les conséquences de ce genre d'infox. C'est un cas d'école, on a envie de dire. Absolument, absolument. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment être transparent et que la présidence de la République doit communiquer de manière officielle et correcte devant les journalistes dans un communiqué officiel et non pas des déclarations ici et là dans les radios. Franchement, pour la santé du président de la République, ça ne se fait pas. Il faut avoir une communication plus limpide, plus claire en tout cas. Il y a un autre cas d'école d'une fausse information, d'une vraie infox. Alors là, tout est faux. Voilà. Photomontage et tout. Exactement. Donc il y a des photos qui circulent. C'est un ancien article qui date de 2017, qui a été partagé plusieurs fois et qui refait surface ces derniers jours. Ce sont les restes du peuple de Ad, donc des géants anciens dont on parle dans le Coran. Donc on aurait trouvé des squelettes géantes et on montre des photos. Donc ça, c'est quelque chose d'impressionnant quand on voit les photos, sauf que ces photos sont des fakes. Donc c'est simplement un montage, c'est-à-dire qu'on est en train de manipuler les images complètement. Donc on prend une image d'un site archéologique et on manipule l'image en faisant grossir la squelette. Facile, voilà, Photoshop. exactement. Donc c'est très facile, même pour un débutant de Photoshop, de faire ça. Donc aucune squelette géante n'a été découverte dans le monde entier et on n'a toujours pas retrouvé le peuple de Had. D'accord, donc ça c'est une vraie infox, voilà. Ces squelettes-là qu'on a retrouvés. Il y a des photos, c'est impressionnant, hein, les gens qui sont à côté du squelette, des têtes, tout ça pour dire que il faut être prudent, il faut sensibiliser à chaque fois de plus en plus les gens pour faire un travail de recherche, checker la source, voilà. checker... oui. Moi je dis toujours, il y a deux conseils. Il faut toujours avoir un esprit critique, c'est-à-dire quand on voit une information,
ça sème un petit peu le doute quand même. Des squelettes géantes, franchement, c'est quelque chose, c'est pas évident. On aurait entendu parler de ça il y a longtemps. Donc voilà, il faut essayer de vérifier s'il y a d'autres sites qui disent la même chose, voilà, qui relaient la même information. Qui relaient la même information. Et si vous n'êtes pas certain, eh bien ne partagez pas, tout simplement. Déjà. Voilà. Premier geste. Voilà, si vous n'avez même pas... Parfois, on n'a pas envie de vérifier. J'ai pas le temps de vérifier une information, mais je ne la partage pas. Donc comme ça, je ne contribue pas à la diffusion de fausses informations. C'est simple. Tout à fait. Donc voilà, conseil, c'est de ne pas partager quand on n'a pas le temps de vérifier l'information des squelettes géants. Ça n'existe pas. En tout cas, pas pour le moment. On ne les a pas encore trouvés. Voilà pour les infos du jour. Kalim, tu restes un peu avec nous. On va avoir au bout du fil Cédric Hamami, l'enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, qui fait un travail, justement, une lecture, on va dire, sur la couverture médiatique des événements qui se sont déroulés la semaine dernière. Sinon, pour l'heure, c'est de la musique qu'on vous propose. Patrick Bruel, lui, chante Pas eu le temps. Il se remémore justement ces années passées et tout ce qu'il n'a pas encore eu le temps de faire. Zazie, elle aussi, elle parle du temps qui devient de plus en plus speed. MC Solar également. Et nous avons comme convenu au bout du fil Cédric Hamami, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, pour revenir un petit peu sur la couverture des événements de la semaine dernière par les médias locaux et étrangers. Cédric Hamami, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous au bout du fil pour revenir un petit peu sur ces événements. C'était vraiment une rude épreuve, j'ai l'impression, pour les médias locaux qui ont été obligés d'informer, de vérifier l'information en même temps dans un laps de temps très court par rapport au double attentat. Quelle est votre lecture de cette couverture médiatique, Cédric Hamami ? Écoutez, je crois que la presse tunisienne, les journalistes tunisiens en général ont fait des progrès en matière de couverture des événements terroristes. Donc, premièrement, j'ai remarqué que la dimension spectaculaire ou le penchant vers la spectacularisation a beaucoup régressé par rapport aux événements précédents. Donc, les journalistes tunisiens sont conscients du fait que la spectacularisation, le fait de donner un caractère spectaculaire, sensationnel à l'événement terroriste pourrait faire d'eux un allié objectif des terroristes. Donc il y a une approche beaucoup plus sereine, beaucoup consciente, plus responsable, je dirais moins sensationnelle. Je dirais moins sensationnelle. Et c'est je considère ça comme un progrès par rapport aux couvertures précédentes. Ça, c'est un premier aspect qui me paraît important. Deuxième remarque que je pourrais faire concerne le direct. En général, les médias tunisiens se rusent sur le direct et considèrent que le terrorisme, ou le phénomène terroriste, ou l'événement terroriste est un événement propice au direct. Oui. Alors, il y a très peu de médias qui ont fait du direct, donc tout cela s'inscrit dans des avancées, on peut les qualifier d'avancées. Bon, la période est quand même assez longue, 8 années de une période relative. On a appris des leçons entre-temps. Voilà, les journalistes tunisiens ont appris certaines leçons. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, pour ne pas tomber dans l'éloge insensé, c'est que je considère que c'est vrai, les journalistes sont beaucoup plus responsables, oui. Mais le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus on vous perd un petit peu. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'ils se limitent beaucoup plus à la thèse officielle. Et j'ai tendance à penser que les journalistes, par peur de tomber dans le sensationnel, oui, par peur de se tomber tromper dans l'information qui n'est pas crédible, donc vont se limiter à la reproduction de la thèse officielle, des communiqués officiels. Donc attendre le communiqué avant de dire quoi que ce soit. Attendre le communiqué officiel, et ça pourrait faire d'eux tout
simplement des croix de transmission à la communication du ministère de l'Intérieur. À partir du moment où le ministère de l'Intérieur décide de ce qui est une information, de ce qui ne l'est pas, donc les journalistes vont reproduire, et ça, c'est un piège. Donc une information un peu plus lisse, on va dire. Voilà. Et donc c'est un dilemme, non, en vérité. Les journalistes sont à la fois travaillent dans les conditions du direct, dans les conditions de l'information immédiate. Ils doivent aussi respecter la véracité de l'information et donc donner au public, à leur audience, une information vérifiée. Tout en peut-être cherchant à enquêter, le temps ne permet pas, vraiment, de faire de l'investigation proprement dit. En gros, c'est un dilemme qui est difficile à gérer. Kalim Ben Saïd, qui est à mes côtés, a peut-être envie de poser une question pour vous, Cédric. Bonsoir, c'est Cédric. Comment allez-vous? Bien, merci. En fait, j'ai envie de vous poser deux questions. D'abord, moi j'ai discuté avec parce que j'étais parmi les premiers, j'ai fait un live pour le journal La Presse, un live commenté, et j'ai discuté avec un certain nombre de collègues, notamment du service public, et leur position c'était de dire, nous, service public, il nous faut nous attacher uniquement à la version officielle. C'est-à-dire que pour eux, dans ces conditions-là, dans les premières heures en tout cas, il faut se limiter à toute information officielle qui émane, que ce soit sur la santé du président de la République ou par rapport aux attentats terroristes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Non, je ne suis pas d'accord du tout. Je suis d'accord sur l'idée qu'il faut peut-être attendre, qu'il faut se tenir à la thèse, à la version officielle des premières heures. Ensuite, le travail journalistique consiste à aller chercher l'information qui pourrait contextualiser l'événement. Et à ne pas se limiter à faire du journalisme de transmission, à reproduire les communiqués de presse. Et d'ailleurs, c'est une des principales tares du journalisme tunisien actuellement, c'est que c'est un journalisme de transmission. Je l'ai toujours dit, c'est un journalisme qui va se limiter à reproduire les matériaux produits par les services de presse et les services de communication. Un journalisme qui se limite à la thèse officielle, à la version officielle, aux informations et aux contenus qui sont produits par les services de communication, par les services des relations presse, n'est pas un journalisme digne de ce nom. C'est un journalisme qui équivaut à une communication gouvernementale. Donc je suis d'accord avec l'idée que, compte tenu des pièges liés au direct, au sensationnel, etc., il faut peut-être attendre un peu, patienter, être prudent, mais ensuite il faut enquêter, il faut enquêter parce que sinon on va tomber dans une sorte de sacralisation de la thèse officielle. La thèse officielle va devenir une sorte de quelque chose qui ne doit pas être remise en cause au nom du patriotisme, etc. Et ça, ça constitue un piège voilà, dangereux. Justement, par rapport au patriotisme, certains disent que dans ces moments-là aussi, il faut être un journaliste patriote, devenir carrément soldat et donc défendre l'image de la Tunisie. Est-ce que c'est notre rôle en tant que journaliste de travailler à défendre l'image de la Tunisie? Je suis désolé, les journalistes n'ont pas à jouer le rôle des communicateurs qui vont... ça, c'est les animateurs qui peuvent un peu même pas les animateurs. Ils sont pas responsables du moral des Tunisiens, les journalistes. Ils n'ont pas été formés pour ça. Ce ne sont pas des psychanalystes ou des psychothérapeutes. Les journalistes ont été formés. Leur mission principale, c'est de délivrer une information vérifiée aux citoyens. Une information à la fois vérifiée, une information contextualisée, une information qui sert l'intérêt général. Je rappelle toujours que la valeur cardinale, la valeur principale des journalistes, du journalisme tunisien qui est inscrit dans leur charte, c'est la recherche de la vérité. Le mot patriotisme ne figure pas dans la charte éthique des journalistes. Et d'ailleurs, il ne figure dans aucune charte. Le patriotisme n'est pas
une valeur journalistique. J'assume ma responsabilité en le disant. Pour revenir, Cédar Hamemi aussi. Non, oui, je suis entièrement d'accord, personnellement. Juste pour revenir un petit peu au sujet principal, parce qu'on a aussi... On est en plein dans le sujet, dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que la valeur fondamentale du journalisme, quel qu'il soit, tunisien ou... c'est de servir l'intérêt du public pour la vérité. Oui, on a compris. Effectivement. Moi, c'est juste pour revenir un petit peu sur le phénomène réseaux sociaux, puisque vous en êtes le spécialiste sur cette couverture également sur les réseaux sociaux. Je voulais poser la question sur ce décalage qu'il y a eu entre ce qui s'est passé dans la vie réelle, on l'a dit en off, juste quelques minutes, voire une heure plus tard, les gens ont continué leur train de vie tranquillement, alors que sur les réseaux sociaux, c'était panique à bord. Hein. Les gens, ils s'attendaient à ce que, je sais pas, chacun avait peur pour tout. Donc, ce décalage-là, comment on l'explique et comment on l'évite aussi, à la fois? Alors, il est facilement explicable par le fait que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement un moyen de communication ou un moyen d'échange, c'est aussi une scène. C'est une scène où les gens vont se mettre en scène, vont s'auto-représenter, vont se représenter. Et donc nous avons un espace où les Tunisiens, ou certains Tunisiens en tout cas, vont chercher à apparaître comme des gens préoccupés par l'avenir du pays, comme des gens patriotes, etc. C'est une mise en scène de soi, qui n'est pas toujours compatible qui n'est pas toujours conforme à l'image, à la réalité. Voilà. Et cette mise en scène est calculée. Notamment chez les politiques, j'ai d'ailleurs, dans le papier que j'ai signé pour Rist al-Assaoud, j'ai insisté sur le fait que les politiques en général utilisent ces événements pour se mettre en scène, pour montrer qu'ils sont dans l'action, qu'ils sont responsables, voilà. Donc tout ça, ça peut être utilisé et là, comment le citoyen lambda peut-il éviter de tomber dans ce piège justement, de partir, d'être ému par ce qui se dit sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que plein d'acteurs cherchent à s'auto-promouvoir, ils font de l'autopromotion, et donc je pense que la véritable solution, c'est que les journalistes présentent une information vérifiée pour ne pas tomber dans les pièges de la communication. Parce que les politiques cherchent aussi à communiquer à travers ces événements. Vous avez parlé de télécratie, carrément? Oui, la télécratie, c'est un concept qui a été développé par un philosophe français qui s'appelle Bernard Stiegler. La télécratie, c'est tout simplement le règne de la télé. Quand la télé prend le pouvoir, quand elle devient elle-même pouvoir, télé, Kratos, c'est le pouvoir. C'est une façon de corrompre la démocratie. La démocratie, qu'est-ce que la démocratie sinon le pouvoir du peuple, le pouvoir des citoyens, le pouvoir des gens, à travers notamment le débat public. Et quand la télévision prend le pouvoir, elle devient elle-même pouvoir, nous avons une démocratie corrompue, une démocratie de façade. Et là, c'est encore pire quand c'est les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment beaucoup plus large. Bien sûr. Et c'est le cas d'ailleurs de la démocratie tunisienne qui a tendance à virer vers une démocratie populiste, vers une démocratie de façade. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Cédar Hamemi. Vous avez écrit tout un article justement en arabe, c'était Ahdeth ou Yawm al-Khamis al-Mashoud, ad-Durous al-Suhufiyya al-Mustakhlasa. Donc toutes les leçons à tirer côté journalisme justement pour avancer. Ce qui est bien, c'est que en 8 ans, on a quand même fait pas mal de choses. On a une couverture médiatique beaucoup plus responsable, beaucoup plus éthique. La démocratie, évidemment, on va dire, dépend de cette évolution, n'est-ce pas, la démocratie tunisienne? Bien sûr. Il n'y a pas de démocratie sans médias, sans communication. Il n'y a pas de démocratie sans débat. Et il n'y a pas aussi, surtout, de démocratie sans journalistes qui sont les gardiens de la vérité. On l'oublie souvent, il y a un lien fondamental, organique, entre le journalisme et la vérité. Je rappelle toujours que le premier principe de la charte éthique des journalistes, c'est la recherche de la vérité. Les journalistes la principale mission des journalistes
tunisien devrait être la recherche de la vérité, la recherche des faits. Et non la manipulation, évidemment. Je salue Karim, qui est un des premiers journalistes à avoir exploré le fact-checking, c'est-à-dire la vérification. Exactement, le fact-checking par les réseaux sociaux. Et je pense comme vous que les deux piliers de la démocratie, ce sont vraiment les médias, une presse libre et une justice impartiale, une justice voilà. Et ça nous manque un petit peu en Tunisie. C'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place. La preuve en est justement par rapport à tout ce qui a été fait en 8 ans. J'espère qu'on est là comme des garde-fous. Merci beaucoup, Cédric. Juste un point. Je voudrais insister sur un point qui me paraît extrêmement important. Oui. C'est que les journalistes tunisiens et le journalisme tunisien est un cas d'exception dans le monde arabe. Pourquoi? Parce que dans tous les pays arabes en général, quand il y a des événements terroristes, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'autoproclame rédacteur en chef. Et donc, aujourd'hui en Tunisie, les journalistes travaillent dans des conditions de liberté et c'est en ces termes-là que le journalisme tunisien travaille dans des conditions exceptionnelles. Et c'est pourquoi il progresse tout seul. Il apprend contrairement aux conditions dans lesquelles travaillent les autres journalistes arabes. Merci beaucoup, Cédric Hamemi. Je le rappelle, vous êtes enseignant, chercheur en sciences de l'information et de la communication. Évidemment, un regard critique aussi sur les réseaux sociaux, sur cette manipulation parfois qui se fait à travers consciente ou inconsciente, parce qu'il y a des politiciens qui jouent sur cela. Et il a bien dit, Cédric Hamemi, à nous donc de savoir faire la part des choses. Voilà, 18h46, Karim, merci beaucoup d'avoir joué des prolongations avec nous ce soir. Voilà, pour le fact-checking, c'était un sujet justement qui vous intéresse particulièrement dans la track aux Infox Musique. Axwell featuring Steve Edwards, Watch the Sunrise. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Juste un petit, on va dire, on va du côté de Gamart pour vous donner un petit aperçu de ce qui se prépare pour le coup d'envoi de Manarat dans sa 2e édition, le Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie. Mariam Ben Yahia est sur place. Ça démarre dans quelques minutes, en tout cas normalement, s'il n'y a pas de retard. Mariam. Bonjour Léa, bonjour à tous nos auditeurs. Merci. Alors comment ça se prépare? Il y a une belle ambiance, il y a une belle déco. Alors je me trouve actuellement à Gamart où aujourd'hui débute le Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie, Manarat. Manarat en est à sa 2e édition et se poursuivra jusqu'au 7 juillet. Ouais. Et ce festival rassemble des œuvres cinématographiques méditerranéennes. Nous retrouvons donc la Turquie, Malte, la Grèce ou encore le Maroc. Les œuvres de fiction et les documentaires en ligne seront projetés en salle au cinéma d'art, à l'Alhambra et à la salle 350. En revanche, pour d'autres œuvres cinématographiques engagées seront en projection gratuite sur 10 plages du littoral tunisien. Du nord au sud. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Nous pouvons citer les plages de la Marsa, Sfax, Gabès ou encore celles de Djerba. Et seront projetés pour la première fois en Tunisie des films récents, à l'image de La Villa de Robert Guédi-Guian ou encore Été 93 de Carla Simone. Parmi les diffusions prévues, nous retrouverons également des tables rondes, des débats, ainsi que des workshops ou ateliers. Et concernant ce soir, Raouia et chers auditeurs, la soirée d'ouverture sera entamée à 20h. D'accord, donc là c'est juste pour l'accueil des invités toute l'heure. Ils commencent à arriver ou pas encore? Alors, pour l'heure, réalisateurs, acteurs et convives se préparent pour une soirée d'ouverture hors norme et dans la même continuité. Essia Jaib, il s'occupe de la mise en scène, figurez-vous. Oui. Donc elle est là en train de fignoler les derniers... Oui, effectivement. Alors là, elle se trouve sur la plage et en fait, c'est là-bas qu'il y aura lieu la... belle soirée en perspective, pieds nus sur la plage.
Et donc, on s'attend à voir des invités d'envergure, Elhem Chahine, Abdelmalik, Halmid Dridi, Nelly Karim, voilà, tout ce beau monde. Donc, c'est une soirée évidemment privée, mais en tout cas, c'est pour donner le coup d'envoi, n'est-ce pas, de cette deuxième édition. Oui, c'est bien ça. Et concernant les célébrités attendues, alors leurs gardes du corps sont arrivés. Et, y a bien avant, pour assurer la sécurité. Oui, c'est ça, ils sont vraiment, on dirait qu'on est dans le film de Men in Black, tout est bien en noir, ils sont en masque. C'est vraiment, je pense que Manalat sera un festival de... On arrive à la fin, Mariam, merci beaucoup. S'ils sont là, les Men in Black, ça veut dire que les invités vont honorer leurs engagements et qui seront là, les invités d'honneur de Manalat. C'est ce soir que ça démarre, on vous tient compagnie tout au long de cette semaine, évidemment. Merci beaucoup à Houaïda Bizid pour la réalisation, merci à Mounir Hamimi pour la coordination, Kalim Ben Saïd, Rim Oweb. Le bulletin complet, c'est tout de suite sur RTCI, la suite de la programmation, évidemment. Excellente soirée sur les ondes de la chaîne Inter. Au revoir.